là, vous avez, vous avez mon cours. Donc, votre cours, cette fois-ci, c'était permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914. Alors, la démographie française, effectivement, elle évolue tout au long du 19e siècle. Là, je vous avais mis un schéma. On voit qu'on en avait parlé, les secteurs d'activité se modifient, puisqu'on a le secteur primaire qui diminue au profit du secteur tertiaire et du secteur secondaire. Et on voit aussi que la part des femmes dans la population active, donc qui travaillent, augmente. Donc tout ça, ça entraîne des changements de société profonds. Ces changements qui s'opèrent de 1851 à 1914 s'inscrivent aussi dans une population en France qui stagne, qui vieillit et donc qui va marquer des tensions. Ça ne se fait pas dans le calme, la joie et la bonne humeur. C'est pas comme à Saint-Thomas. Donc, du coup, on va avoir effectivement des changements profonds dans la société française. Donc, c'est pour ça que j'avais intitulé mon cours, que j'avais mis en problématique comment évolue la population française. Donc là, vous avez le plan. Oula. Je ne sais pas ce que c'est pas grave. Là, vous avez le plan. Voilà. Donc, Grand 1, la France, un pays agricole industrialisé. Très bien. Donc, on va commencer d'ailleurs là par les exposés, puisque premier jalon, c'est la famille Schneider. Le Creusot et la famille Schneider. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut, là j'ai mis une petite vignette pour présenter la famille Ouais, je veux bien. et Je veux bien. l'endroit où se trouve le Creusot. Donc, je donne la parole à... Hop, j'essaie de sortir de ça. Alors, attendez. Je vais laisser quelqu'un prendre la parole. Donc, la famille Schneider, une histoire de famille. Donc, le Creusot est situé au cœur d'un bassin houiller de Saône et Loire. Grâce à la dynastie industrielle Schneider, la ville devient à la fin du XXe siècle le plus grand site de sidérurgie de France. En 1870, la famille y emploie plus de 10 000 employés, utilise 15 hauts fourneaux, 30 marteaux pilons, 85 machines à vapeur et produit 130 000 tonnes de fonte. Ainsi, au travers d'un exposé, nous nous demanderons comment les Schneider ont-ils fait du Creusot le premier site industriel de France. Donc, Grand 1, les Schneider aux prémices de l'industrialisation française. Né en 1805 dans une famille bourgeoise, Eugène Ier Schneider rachète avec son frère Adolphe la fonderie du Creusot en 1836. Ainsi, dès 1838, les établissements Schneider produisent leur première locomotive, entrant ainsi en plein dans les débuts de la révolution industrielle. Donc à droite, on a les photos des deux frères. À gauche, c'est Eugène Schneider et à droite, c'est Adolphe Schneider. Je vois rien, moi. Tu vois pas? Ah oui, mais pardon. Ah oui, c'est vrai que je suis sur... Voilà, pardon. Pardon. C'est bon, vous voyez ou pas là? Ouais, c'est bien, continue. Donc voilà, nous avons les deux frères. Donc de plus, devenu directeur du Creusot en 1845, Adolphe profite des besoins en chemin de fer, bateaux en fer, charpents métalliques pour développer les usines Schneider. En effet, cela permet dès 1870 la production d'acier grâce à l'apparition de nouvelles machines de sidérurgie à vapeur telles que le marteau pilon ou les presses hydrauliques. Et celle du Creusot, c'est une des plus puissantes au monde à cette époque-là, bien sûr. Faisant ainsi de cette famille Schneider l'un des acteurs de la révolution industrielle en France, de par sa production diversifiée et importante. Donc ça, c'est le marteau pilon du Creusot qu'aujourd'hui on peut revoir quand on va visiter le site. Donc ensuite, le grand 2, les Schneider et l'avènement d'une société urbaine. Donc l'essor important de la grande industrie entraîne une augmentation du nombre d'ouvriers dans les usines. Donc ça va être principalement dans les textiles et les sidérurgies, comme on avait vu en cours avec les débuts de l'industrialisation. Augmentant ainsi le nombre d'ouvriers, passant de 9 000 à 20 000 chez les Schneider. Ainsi, ils vont pratiquer le paternalisme, soit la manière de diriger avec une bienveillance autoritaire. Et ça, on va le retrouver dans certains exemples, par exemple avec le dimanche, on va avoir certaines fêtes où les Schneider vont inviter toutes les familles à festoyer, à se retrouver, etc. Et en effet, on l'observe notamment par la construction de cités ouvrières se situant non loin des usines.
Donc, on la voit à droite, là, la cité ouvrière du Creusot. Donc, c'est une photo qui date du 19e siècle. De plus, cela passe aussi par la scolarisation des enfants d'ouvriers, la construction d'une église, considérant ainsi les travailleurs comme une grande famille ouvrière. Donc, on a un désir des Ah Schneider ouais. de vraiment créer une mini-ville et une société autour de cette usine. Cependant, l'apparition des nouvelles villes industrielles attire les habitants de la campagne, créant ainsi un exode rural. Ainsi, la population au Creusot passe de 27 000 habitants en 1840 à 30 500 en 1900, développant ainsi Waouh! les premières banlieues, usines, terrains vagues, habitations ouvrières se côtoient. Cette mutation entraîne alors de nombreux problèmes tels que la délinquance et la criminalité qui augmentent. Donc là, on peut le voir notamment avec ce plan d'ensemble de l'organisation de la ville du Creusot là, qui est à droite. Donc on va voir en plein milieu, on va avoir là où se situe le marteau pilon. En haut à droite, ça va être tout ce qui est habitation. Et ensuite, bon, là, je peux pas montrer sur le téléphone, mais on peut voir une église qui a été construite pour tous les habitants de par les Schneider. Et à gauche de cette église, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est les habitations des Schneider. Une certaine littérature ainsi va revenir sur cette déliquescence morale qui découlerait du capitalisme et cette concentration de population urbaine. Et ça, on va le retrouver notamment au travers de certains écrivains connus tels que Victor Hugo avec Les Misérables, mais aussi Zola avec Germinal. Et pour conclure, donc ainsi, au travers de ces innovations et sa place dans l'industrialisation, les Schneider ont su faire du Creusot le premier site industriel de France, le foyer de la révolution industrielle en France, mais aussi un foyer des transformations sociales au XIXe siècle, menant à des grèves ouvrières, inspirant nombre d'œuvres telles que Germinal et Les Misérables. Et à gauche, j'ai repris une photo du cours avec la famille Schneider. Et voilà. Très bien, c'est très bien. J'ajouterai juste une petite chose. C'est cette idée que les Schneider, vous avez vu, c'est ce qu'explique Ruben dans son exposé, ils ont une attitude particulièrement sympathique avec les ouvriers. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. C'est le fait d'avoir une attitude voilà, où on considère les ouvriers comme des membres de la famille, mais voilà, c'est une forme un peu c'est une forme d'autorité. C'est une bienveillance qui se veut avant tout autoritaire par rapport aux ouvriers. Sur aussi les milieux agricoles qui deviennent de plus en plus industrialisés dans leur forme. Et donc, entre 1866 et 1906, la population ouvrière s'accroît de 17%. C'est plus lent que dans le reste de l'Europe. La Grande-Bretagne, elle est déjà beaucoup plus industrialisée à cette époque. Mais la France, à cette période, suit ce chemin-là, suit cette voie-là. J'ai mis une petite photo, effectivement, aux exposés sur l'exposition universelle. Ok. C'est bon là ou pas? C'est parfait, c'est très Ouais, bien. c'est bon. C'est nickel. Ok. On vous écoute, les filles. Alors, les expositions universelles, période entre 1889 et 1990. Introduction. Les expositions universelles sont de grandes manifestations commerciales et culturelles organisées dans les grandes villes du monde depuis le milieu du XIXe siècle. La première exposition universelle a été celle de Londres en 1851. L'appellation exposition universelle est attribuée aux plus larges expositions d'une durée de 3 à 6 mois et celles-ci sont reconnues et classées par le Bureau international des expositions. Concernant la France, elle a hébergé 6 grandes expositions au cours du XIXe siècle. Il est alors évidemment primordial de rappeler la construction de la Tour Eiffel à cet effet lors de celle de 1889. Enfin, au XXe siècle, Paris a accueilli la très réputée Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, qui est alors Art déco. Puis, mentionnons que celle de 1931, Exposition coloniale, n'était tout autre qu'un véritable zoo humain, et celle-ci n'était donc pas une exposition universelle. 1. 1889, Paris. L'exposition universelle de 1889 est répartie sur 50 hectares dans Paris. Le Champ de Mars et le palais du Trocadéro accueillent l'art et l'industrie, tandis que l'esplanade des Invalides est dédiée aux expositions des colonies françaises et du ministère de la Guerre, faisant de cette manifestation la première véritable exposition coloniale de l'histoire de France. Un proche collaborateur du baron Haussmann, Adolphe Alphand, ingénieur à la ville de Paris, chargé du service des promenades et plantations, organise l'événement. Nous pouvons compter 28 millions de visiteurs
pour cet événement. Comme élément clé, nous retiendrons la tour Eiffel ainsi que l'électricité. En effet, la tour haute de 312 mètres est de la réponse de Gustave Eiffel au concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour célébrer la centenaire de la Révolution française et les progrès des sciences et techniques faits en France depuis 1789. Enfin, grâce à Hippolyte Fontaine, l'électricité est la reine de l'exposition. La fontaine lumineuse de Coutan marque particulièrement les esprits. On peut dire que l'installation électrique de cette exposition est la plus grande du monde. Ainsi, cette exposition de 1889 cherche à illustrer le plus richement possible l'histoire du progrès technologique. Les machines font l'objet de réflexions historiques, de recherches sur la société et les conséquences sociales de l'industrialisation. Grand 2, 1893, Chicago. Exposition s'étend sur un territoire de 2,4 km², comprenant près de 200 000 nouveaux bâtiments de style architecture classique, ainsi que des parcs, des canaux et des lagunes. 50 pays participent à cette exposition. Plus de 27 millions de personnes, l'équivalent d'environ la moitié de la population américaine à l'époque, visitent l'exposition au cours des 6 mois d'ouverture. Son ampleur et sa grandeur dépassent de loin les autres foires mondiales et devient un symbole de l'émergence de l'American Exceptionalism, de la même manière que l'exposition universelle de 1851 est devenue un symbole de l'époque victorienne au Royaume-Uni. La Grande Roue moderne voit le jour grâce à Ferry. Ce dernier conçut la première Grande Roue à l'occasion de cette exposition. La Grande Roue était censée être une attraction rivale de la Tour Eiffel. Ce fut l'attraction la plus importante de l'exposition, du haut de ses 80 mètres. Elle était constituée de 2 moteurs à vapeur et pouvait supporter 2160 personnes. Elle contenait 36 nacelles de 60 places chacune. Cela prenait 20 minutes pour que la roue fasse 2 tours. À la fin de l'exposition universelle, la Grande Roue fut déplacée près d'un quartier huppé au nord de Chicago. Elle fut à nouveau utilisée pour l'exposition universelle dans le Missouri en 1904, qui célébrait le centenaire de l'acquisition de la Louisiane. En littérature, Le Testament d'un excentrique par Jules Verne en 1899, où les premiers chapitres dépeignent avec admiration de la ville de Chicago et de l'exposition de 1893, et donc une œuvre importante pour illustrer cette exposition. Grand 3, 1905, Liège. Exposition universelle de 1905 s'est tenue à Liège en Belgique à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance belge. La surface de cette exposition est de 66 hectares et elle accueille 7 millions de visiteurs. Liège accueille une quarantaine de nations au parc de la Beauvrie et dans le quartier des Yvennes, avec pour objectif de montrer la puissance économique de la Belgique et spécialement de l'industrieuse Wallonie. Les travaux qui précèdent l'exposition permettent de protéger les quartiers bordant l'Ourthe, qui sont fréquemment inondés, de construire le pont de Fragné, le pont de Fétine, le pont des Yvennes et la passerelle Mativa. Les quais sont agrandis et sont mieux protégés et permettent alors d'établir de nouveaux boulevards et de nouvelles lignes de tramway. La gare du Palais se voit alors dotée d'un imposant bâtiment en remplacement d'un bâtiment en bois construit vers 1877. Les travaux qui précèdent l'exposition permettent de protéger les quartiers. Ah non, ça c'est la même chose. Ok, alors c'est bon pour celle-là. Alors, je tiens à dire que le sujet, il fallait en faire que deux, hein. C'était 89 et Ah bon? 1900. Ouais. Ah, je croyais Je- que c'était toute la période Non, entre. non, il n'en fallait en traiter que deux. Mais c'est pas grave, hein, c'est bien. Alors, pour simplifier, vu que vous avez fait beaucoup de choses, Ouais, qu'est-ce que on vous... en a fait 10. Ouais, ça fait Bon. beaucoup. Du coup, ben, voilà, ça aussi, mais c'est intéressant parce que le sujet en demande deux. Et est-ce qu'il n'y en a que deux expositions? Vous Non, les il y en avez a toutes faites? 47 au total. Ouais, 47. Est-ce qu'il y en a encore autant aujourd'hui? Non, non, non. Aujourd'hui, la Non. dernière c'était à Milan, je crois. Et Ouais. là, ça devait être à Dubaï. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'à cette époque, on a une prolifération à ce point d'expo universelle et beaucoup moins aujourd'hui? Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'évolution dans le temps à l'époque. Alors, Enfin, premièrement, il y a une idée d'innovation technologique très forte, hein, c'est vrai. Quoi d'autre? Elles ont lieu toutes au même endroit? non. Non. Elles ont lieu donc, dans quel pays en général? Asie ou États-Unis? Ouais, dans des pays plutôt industrialisés donc. Et, et à votre avis, c'est quoi le but de ces expositions finalement? Bah, de faire De découvrir de répandre la nouvelles culture. choses. Ouais. Ouais, de faire découvrir les nouvelles innovations technologiques. Et qui c'est Des qui lieux de les organise rencontre aussi. qui c'est qui les organise ces expositions? Bah, les pays. Les pays, les États, d'accord? Quel est le but de l'État d'en présenter ces innovations?
de montrer qu'il est fort et qu'il a de la puissance, enfin, de dire voilà moi ce que j'ai fait. Très bien, c'est une volonté de montrer la suprématie technologique des États. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas fait d'exposé, hein, mais je vais vous voler le partage d'écran. Ah oui, je vais Euh, arrêter. ouais, s'il te plaît. C'est bon. Certains l'avaient fait hein, dans leur exposé, donc je reviens sur ça. Vous avez vu, j'ai mis une image du Crystal Palace. Le Crystal Palace, c'est donc une réalisation de l'exposition universelle de 1889. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ceux qui ont travaillé sur les exposés, ce que c'est que ce Crystal Palace en fait? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y avait un dôme en verre. Ouais, c'est tout en verre. Très bien. C'est une réalisation qui montre en fait une maîtrise technique du verre et de l'acier parfaite. Donc en 1900, je ne l'ai pas mis. Donc, voilà. J'ai pris des photos d'époque du Crystal Palace. C'est très très beau, hein. C'est somptueux. Vous imaginez une verrière comme ça, un palais en verre, hein, qui accueillait des expositions, qui montrait les innovations technologiques, la puissance de l'Empire britannique, les colonies. On voit les différents drapeaux de l'Empire britannique. Donc on voit vraiment la suprématie de la civilisation occidentale, entre guillemets, en tout cas telle qu'on l'aperçoit à l'époque, sur le reste du monde. Et ça passe par le progrès, ça passe par la technologie. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que les Européens au 19e siècle se considèrent, entre guillemets, comme meilleurs que les autres? Parce qu'ils ont un savoir-faire technologique plus important. Et donc, il faut le montrer à la face du monde, ce savoir technologique. En 1900, quelle est la réalisation? Bon, après, voilà, je suis sur Mac, donc mes illustrations, elles font un peu. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire en 1900, l'exposition universelle donc, qui a lieu à Paris, ce qu'elle a comme grande réalisation qui montre aussi un savoir technologique important? Il y a beaucoup de pays. Oui, mais quelle est la grande réalisation de 1900 qui est faite à Hein? l'exposition universelle par la France et qui est emblématique aussi d'un savoir-faire technologique? Tour Eiffel. Ouais, la Tour Eiffel, très bien. La Tour Parce Eiffel, que qui d'ailleurs fait pas l'unanimité à l'époque, hein. Il y a des gens qui, à côté des cathédrales, trouvent ça très moche et espèrent qu'on va la démonter. Ce qui n'est pas le cas, elle sera gardée parce qu'elle témoigne encore une fois du symbole de la maîtrise sidérurgique de la France. Donc on voit qu'en termes d'industrie, de progrès, c'est quoi les savoir-faire technologiques de la France? C'est l'acier. C'est l'acier, c'est le chemin de fer, etc., etc. C'est bon? Voilà, donc les expos universelles, elles sont intéressantes. Je vais assez vite hein, pour montrer tout ça. J'avance, grand B, un monde rural en mutation. Donc le monde rural, lui aussi, je l'ai dit, il se transforme. On a moins de gens qui travaillent et qui deviennent de plus en plus des, entre guillemets, ouvriers, ce qu'on appelle des paysans ouvriers. Donc l'activité, elle change. Ça va être important pour le troisième type d'exposé. Donc on le voit, en fait, la population française, que ce soit dans les villes, on en avait déjà parlé, mais aussi dans les campagnes, elle souffre de conditions de vie qui sont assez difficiles. Donc je vous ai mis là une carte de la France, on voit, c'est pas une carte sur le Covid, hein, même si on peut le croire, la partie de l'Est et du Nord en rouge, c'est pas des gens qui sont malades, c'est les régions de France au 19e qui sont fortement industrialisées. Donc Paris, tout l'Est, le Nord, on voit que la région de Lille aussi s'industrialise très fortement. Alors je sais pas qui c'est qui fait mumuse avec le stylo, hein, c'est très, très Vous intéressant. voyez? Merci. Oui, oui, je le vois, oui. comment tu fais? Et au sud, on a Marseille, on a Bordeaux. OK. Donc, je vous ai mis ce petit diagramme pour vous montrer que la France, encore une fois, n'est pas le pays le plus industrialisé d'Europe, loin de là. Sa part de la population rurale est beaucoup plus forte que le reste de l'Europe. L'agriculture reste un élément central jusque, regardez, au début de la Première Guerre mondiale de la France, hein. Par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, on va avoir beaucoup de chevaux côté français dans les tranchées. C'est assez peu connu. Vous avez vu un film, alors c'est côté britannique, hein, Cheval de guerre qui a été fait, mais les Britanniques, ils sont beaucoup plus
industrialisée. Regardez le diagramme, on passe de 52% d'une population rurale à 27%. En France, on est encore à 56%. Donc, on est au-dessus du chiffre de l'Angleterre en 1850. Donc, il y a un vrai retard dans l'industrialisation de la France. Ça ne concerne pas tout le monde. Elle est sur cette voie-là, mais la France reste un pays agricole. Grand C, j'ai parlé de l'avènement d'une société urbaine. Effectivement, la société urbaine quand même augmente. On a 44% de la population en 1914 qui est une population citadine, contre 26 en 1850. Donc il y a ce qu'on appelle un exode rural. Cet exode rural, il va se poursuivre durant encore le XXe siècle. Voilà, donc je reviens un petit peu sur des choses que vous avez vues dans le cours. Donc je ne rentre pas en détail. Pour arriver à subvenir aux besoins industriels, eh bien la France, vu qu'il y a encore besoin de beaucoup de gens dans les campagnes, elle a recours à l'immigration. C'est une population, je l'ai dit en début, qui est vieillissante, une démographie faible. Donc pour compenser ce non-renouvellement des populations, on va avoir recours à l'immigration étrangère. Les immigrants venant de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de tous les pays qui sont limitrophes. Et ils vont aller s'implanter où? Plutôt dans les régions, elles aussi, frontalières. Donc, le Midi toulousain, Aigues-Mortes, les Suisses qui vont s'implanter aussi voilà, dans la région du Jura, les Allemands dans la région d'Alsace-Lorraine, etc., etc. Donc, une immigration forte, plus de 3,5% dans ces régions-là qui viennent travailler. J'avance. Donc, on va parler maintenant de donc voilà, le massacre d'Aigues-Mortes. Je vous ai mis un livre si ça vous intéresse. Le massacre d'Aigues-Mortes, c'est en 1893. Donc, ça a beaucoup frappé à l'époque les locaux. On voit les gens là. Et donc, maintenant, on va parler. Le 1er mai, c'est une date qui est dévolue, comme vous le savez, à la fête du travail. Ça fait écho en fait à de grandes manifestations ouvrières qui avaient eu lieu à Chicago à plusieurs années successives durant la date du 1er mai. Les ouvriers manifestaient pour réclamer de meilleures conditions de travail. Et ça s'est propagé dans le reste du monde. Donc en 1891, à Fourmise, date du 1er mai, les ouvriers descendent pour demander des améliorations de leurs conditions de travail et un meilleur salaire, et d'être mieux traités. En effet, le paternalisme dont on a parlé avant ne satisfait pas leur bien-être, hein. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui sont là pour bien les traiter, entre guillemets, de façon paternaliste, mais les conditions de vie restent très dures, il n'y a pas d'encadrement du travail, il n'y a pas de réglementation dans le nombre d'heures, ils sont sous-payés, donc c'est très compliqué. Le maire, sous la demande des patrons, hein, voilà, sous la demande des propres patrons de ses ouvriers, envoie l'armée pour empêcher cette manifestation. Le résultat, eh bien, c'est que l'armée va tirer sur la population. Elle fait 9 morts et 50 blessés. La presse, vous avez une couverture sous les yeux, relaie l'information. L'émotion est très grande en France. On va donc décider de prendre des mesures. Alors, ça fait en plus écho effectivement à ces journées dont je vous ai parlé, hein, puisque le 1er mai 1884, il y avait donc des manifestations à Chicago, et en 1886, Chicago connaît elle aussi une fusillade de ces manifestants le 1er mai. Donc, il y a un véritable écho au 1er mai de Chicago, avec ce 1er mai français en 1891 à Fourmise, qui montre que cette question ouvrière, elle est internationale. Ça va marquer les esprits, on continue à en parler jusqu'en 1914. La République, pour les ouvriers, apparaît comme une république bourgeoise, à la botte de la bourgeoisie. Et Clémenceau lui-même, hein, qui est plutôt un républicain, on l'avait vu prendre position durant l'affaire Dreyfus, fait le procès du capitalisme. Pour Clémenceau, il faut 2 solutions à ce problème: plus de représentativité, avec une élection tous les 4 ans, et il trouve que la République, eh bien, finalement, elle est peut-être incapable de résoudre cette question
sociale. Alors, je reviens un peu sur Fourmise. C'était quoi le problème de ces ouvriers? Eh bien, c'était qu'en fait, l'industrie, elle était beaucoup trop mécanisée. On a beaucoup plus recours à la machine qu'à l'ouvrier. Du coup, les salaires sont en baisse, les anciennes qualifications deviennent obsolètes, ce qui crée une restructuration totale de ces sociétés ouvrières à cette époque. Et ça s'accompagne de nouvelles structures aussi pour contester ces changements. C'est notamment les syndicats, mais je vous l'ai dit, ceux qui vont avoir le plus écho dans cette affaire, ce sont les journaux. Donc on peut citer notamment L'Égalité, qui est le journal d'un grand révolutionnaire qu'on appelle Jules Guesde, qui va exploser après le massacre de Fourmise. On va aussi avoir des actions directes comme le terrorisme, puisque un président français, Sadi Carnot, sera assassiné. Fourmise, c'est un événement important parce ça va être un événement mémoriel. Je vous l'ai dit, jusqu'en 1914, on parle du massacre de Fourmise. À cause de Fourmise, le 1er mai devient fête nationale pour les travailleurs, fête nationale et devient la fête des travailleurs, elle aussi, en France. Elle va permettre de constituer autour de cet événement une identité ouvrière qui va passer par la contestation et qui va demander une amélioration des conditions de travail. Donc, vous avez un document qui n'est pas très bien passé, mais vous voyez, à partir donc, de 1892, vraiment un corpus de lois, limitation du temps de travail, indemnisation des accidents, établissement de jours de repos, loi sur les retraites. On va essayer d'améliorer les conditions de vie des ouvriers à leur demande, parce qu'ils ont réussi à structurer avec les syndicats, avec cette action directe, avec ces journaux, des moyens de contester leurs très mauvaises conditions de vie. Voilà pour l'exposé sur Fourmise. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'avais normalement. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, vous m'entendez? Oui. Il y a Lucas qui essaie de rejoindre. Ouais, j'ai vu, je viens de le rajouter, je viens de l'accepter. Moi, j'ai une question, monsieur. Ouais, Ruben. Mais en fait, on peut dire que ça, ces manifestations, ces grèves, c'est les prémices en fait de ce que on a aujourd'hui. En fait, ça reflète ce qu'on a aujourd'hui en fait dans notre société, par exemple avec les gilets jaunes, la CGT, et c'est comme ça. Oui. Parce que c'est un héritage, c'est-à-dire que alors les gilets jaunes, c'est pas structuré. Les gilets jaunes, ils s'inscrivent c'est un peu compliqué parce que les gilets jaunes, ils se revendiquent pas de cet héritage-là. Mais en même temps, le modèle de contestation qu'ils utilisent en est totalement, en est la similitude. C'est le même principe. C'est une action directe, c'est une grève. Donc voilà, c'est un peu ambigu. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le mouvement il a à moitié marché. C'est parce que justement, il a été lui-même victime de ces ambiguïtés. Après, tout ce qui est syndicats, journaux, etc., effectivement, ce sont des choses qui existent encore. Ce sont des moyens d'expression des milieux ouvriers, des milieux populaires qui est toujours d'actualité. Pardon. Qu'est-ce qu'il met de la musique? C'est bon? Voilà, donc pour aller plus loin, je vous ai mis les femmes aussi. Hein, j'avais fait une petite partie qui n'était pas vraiment dans le cours, mais j'ai voulu en parler. La condition des femmes, elle va changer à travers cette époque. La femme, elle a toujours travaillé, elle va se retrouver dans les milieux ouvriers. On a tendance à l'oublier, on a tendance à avoir surtout le modèle bourgeois de visible et qui semble prédominer, mais ce qui est vrai d'un certain point de vue, du point de vue culturel notamment. Mais il faut faire attention parce que il y a aussi un milieu ouvrier féminin qui se développe et qui est lui aussi contestataire. Hein. On a des suffragettes qui vont se développer, qui vont militer pour le droit au vote, hein, qui s'inscrit elle aussi dans un contexte international, hein, puisqu'il y a un mouvement féministe qui naît aux États-Unis avec la réunion de Seneca Falls. Donc, les femmes vont commencer à aller à l'école aussi avec les lois Ferry. Et pour ceux que ça intéresse, notamment justement les filles, vous avez ici
d'un point de vue historique, Mélancolie ouvrière de Michel Perrault, qui revient en fait sur le journal d'une ouvrière de l'époque, qui le remet en avant, Lucie Beau, et qui en même temps l'analyse. Et dans une autre catégorie sociale, Virginia Woolf, qui est une grande auteure britannique, et qui, elle, dans une chambre à soi, se questionne sur en fait comment faire pour qu'une femme soit indépendante. Euh, et en fait, elle en déduit qu'il lui faut deux choses, il lui faut du temps libre et de l'argent. Ce que représente une chambre à soi, c'est-à-dire un endroit où elle peut avoir du temps à elle pour travailler et apprendre. Et cette chambre, il lui faut de l'argent, une indépendance financière pour l'obtenir. Donc, on voit qu'il y a de véritables évolutions sociales qui naissent de l'industrialisation. J'ai mis exprès ces deux documents en face parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment l'industrie, finalement, pousse les femmes, même si elles ne sont pas du même milieu, à se questionner sur ces choses-là et vont effectivement entraîner, comme tu disais Ruben, des modifications sur le long terme sur les sociétés des pays européens, des États-Unis aussi et occidentaux. Donc nous, cette année, on s'intéresse surtout à la France. La France, elle entame durant cette période son industrialisation et ses changements sociaux. Elle est en retard par rapport au reste du monde et elle les continuera jusqu'à la moitié du XXe siècle. Mais là, on est dans cette phase finalement de dynamisme industriel qui la marque. Vous avez alors, un petit schéma récapitulatif que je vous ai mis dans le PowerPoint qui montre les deux différentes industrialisations avec les conséquences qu'elles ont eues. J'ai été très vite, mais j'ai un peu parlé de tout ça dans à peu près alors, le cours par écrit que vous avez aussi dans cette petite vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je vous écoute. Pas de questions? Personne? Alors, j'ai été... Une question. Ouais, vas-y. En fait, on peut dire que la révolution industrielle, en fait, ça signe un peu ça signe le début des mouvements féministes et la transition peut-être des droits des femmes, en fait. Oui, on peut le dire. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on a dit, les femmes, elles vont récupérer les structures contestataires établies par le mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'elles vont se structurer en association, pas en syndicat, mais elles vont publier des journaux, Hubertine Auclair notamment, et donc effectivement, elles vont utiliser ces éléments-là. Alors, il leur faudra beaucoup plus de temps pour l'obtenir, mais elles vont se nourrir de cette réflexion-là, et ça va lui permettre effectivement d'avancer dans leur conquête des droits.